Ma meilleure amie a ri la première. C'est ce détail qui me hante. Pas l'inspiration brusque de mon mari. Pas le bruit de sa chaise qui grinçait sur le carrelage quand il s'est levé trop vite. C'était son rire, bas, presque soulagé que j'ai entendu à travers la porte entr'ouverte de notre suite d'hôtel à Kyoto, avant même de frapper, avant d'entrer, avant que tout ce que je croyais savoir de ma vie ne se révèle être un édifice bâti sur du sable. Mais je m'emballe. Il faut que je revienne au début, car le début compte. Il compte toujours. Mon mari et moi nous sommes rencontrés à la fin de la vingtaine, lors d'une vente aux enchères caritatives. Le genre d'événement où tout le monde est habillé un peu trop formellement et où le vin est un peu trop chaud. Il était avocat spécialisé en droit immobilier dans un cabinet du centre-ville. J'étais à la tête de ma propre entreprise de décoration d'intérieur depuis 2 ans, installé dans un studio avec un bureau d'occasion et plus d'ambition que de bon sens. Il a enchéri sur un tableau de paysage que je convoitais également. Il a remporté l'enchère. Il m'a retrouvé après et m'a proposé de me le prêter. Je lui ai répondu que je n'empruntais pas ce que je ne pouvais pas rendre. Il a dit qu'il trouverait une solution. 3 mois plus tard, il m'a demandé en mariage, avec le tableau accroché derrière lui, au restaurant où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous. Je sais ce que ça donne comme description. Nous avons construit une vie ensemble qui, vue de l'extérieur, ressemblait exactement à la vie dont on rêve. Nous avons acheté une maison dans un quartier avec de bonnes écoles, même si nous n'avions pas encore d'enfants. Nous allions à des dîners et en organisions. Nous parlions de l'avenir avec cette aisance et cette confiance propre à ceux qui croient que l'avenir leur sourira. Mon entreprise prospérait régulièrement. Son cabinet s'est développé. À tout point de vue, tout semblait aller pour le mieux. Ma meilleure amie faisait partie de ma vie depuis l'âge de 9 ans. Assise côte à côte en CM1, car la maîtresse avait classé les tables par ordre alphabétique et nos noms de famille ne différaient que de 2 lettres. Nous avions traversé le lycée ensemble, les études supérieures dans des villes différentes, avec des appels téléphoniques hebdomadaires, des relations difficiles, des relations heureuses, des revers professionnels, des deuils familiaux. Elle était ma demoiselle d'honneur. Son discours a ému toute l'assemblée aux larmes. Quand je lui ai demandé plus tard ce qu'elle avait dit, car je tremblais tellement que je n'arrivais pas à bien l'entendre, elle m'a répondu. J'ai dit que le plus beau, en te voyant le retrouver, c'était de savoir que tu ne serais plus jamais retrouvé par la mauvaise personne. Je me suis répété ces mots pendant des années. Je pensais que c'était la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite sur mon mariage. À 38 ans, mon entreprise avait suffisamment grandi pour que j'aie une petite équipe de graphistes, une responsable administrative et une comptable à temps partiel. Je gérais les relations avec les principaux clients et la direction artistique. Mon mari s'occupait de nos finances personnelles, de nos comptes d'investissement et de notre épargne commune. À l'époque, cet arrangement me semblait logique. Il était avocat spécialisé en droit financier. Il comprenait les chiffres d'une manière que je trouvais utile, mais pas particulièrement passionnante. Je lui faisais entièrement confiance. Cette dernière phrase n'est pas une excuse. C'est simplement un fait que je tiens à préciser pour que vous compreniez comment notre relation a fini par s'effondrer. Le voyage à Kyoto était son idée. Notre 10e anniversaire approchait et il a suggéré le Japon car je l'avais mentionné une fois, en passant, il y a des années, comme un endroit que je voulais visiter avant d'être trop âgé pour marcher autant. Le fait qu'il s'en souvienne m'a surprise. Cela n'aurait pas dû m'étonner, je suppose, mais à ce moment-là, les petites attentions commençaient à me surprendre plutôt qu'à être banales. Je l'ai remarqué et j'ai mis cette idée de côté, me disant que j'y réfléchirais plus tard. Je n'y ai jamais réfléchi. Nous sommes arrivés mi-octobre, la période idéale pour Kyoto. Les érables commençaient tout juste à se parer de leur couleur automnale. Notre hôtel était un ryoan traditionnel dans le quartier d'Higashiyama. Un de ces endroits avec des paravents en papier, des jardins de pierre et le silence particulier qui émane d'une architecture conçue pour le calme. Je me souviens avoir pensé, en rejoignant notre chambre, que ça allait être bien, que nous en avions besoin, que les petites distances qui s'étaient accumulées entre nous au cours de l'année écoulée pourraient enfin s'estomper dans un lieu aussi magnifique. Les 3 premiers jours se sont déroulés presque exactement comme je l'avais espéré. Nous avons traversé Fushimi Inari au lever du soleil, avant l'arrivée des foules. Nous mangions dans de petits restaurants où le chef préparait tout devant nous. Impossible de lire le menu, nous désignions simplement le plat de notre voisin. Mon mari m'a offert un petit bol en céramique d'une boutique du marché de Nishiki. Emballé dans du papier de soie et glissé dans un sac en coton,
Il m'a accompagné partout dans la ville. Je l'ai gardé précieusement dans mon sac à main, comme un trésor. Peut-être que je faisais plus d'efforts que d'habitude. Peut-être lui aussi. Je ne me posais pas encore ces questions. Le 4e jour, il a reçu un appel urgent. Ça arrive. Ses clients travaillaient sur différents fuseaux horaires, et une affaire qu'il était en train de conclure chez lui avait été avancée. Il s'est excusé pendant le petit déjeuner, m'a dit de passer la matinée sans lui et qu'il me rejoindrait pour déjeuner dans un restaurant que nous avions réservé près d'Arishiyama. Cela ne me dérangeait pas. Je suis bien seule. J'avais de toute façon une liste de boutiques de textiles que je voulais visiter. Le genre de course qu'un voyageur solitaire fait mieux sans que quelqu'un l'attende impatiemment dehors. J'ai passé une agréable matinée. J'ai trouvé une boutique de tissus tenue par une dame septuagénaire qui m'a permis de rester 1 heure avec elle pendant qu'elle m'expliquait le procédé de teinture qu'elle avait appris de sa grand-mère. J'ai acheté 2 petits coupons de lin indigo que je savais utiliser un jour pour un projet. J'ai bu du thé vert dans un jardin. J'étais heureuse, de cette façon simple et particulière qu'on ne ressent que dans un endroit magnifique, brièvement libérée de toutes ses responsabilités. Je suis rentrée à notre chambre vers 23 heures pour déposer mes achats avant de le rejoindre. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit où je l'avais laissé charger, puis a vibré de nouveau. J'avais configuré des alertes sur notre compte joint il y a des années, à une époque où nous avions des revenus plus serrés, et je ne les avais jamais désactivés. 2 retraits avaient été effectués ce matin-là. Le premier était un virement bancaire que je ne reconnaissais pas. Ni le montant, ni le nom du bénéficiaire, ni le numéro de compte. 42 000 $. Je me suis assise sur le bord du lit. Je tiens à décrire précisément ce qui s'est passé en moi à ce moment-là, car j'ai passé beaucoup de temps depuis à essayer de le comprendre. Ce n'était pas de la panique. Ce n'était pas une rage immédiate. C'était plutôt comme lorsqu'on lit une phrase et qu'on réalise à mi-chemin qu'on a mal compris le début, et qu'il faut maintenant tout relire différemment. Un vertigineux réajustement silencieux. J'ouvre mon ordinateur portable. Je suis une personne organisée de par ma profession. Quand on travaille à gérer de grands projets avec de nombreuses variables, des clients qui changent d'avis et des prestataires qui prennent du retard, on met en place des systèmes. J'ai des dossiers. J'ai des archives. Je sais où se trouvent les choses. Mon mari gérait nos finances. Mais je n'avais qu'un accès en lecture seul à nos comptes. Une chose à laquelle j'avais insisté des années auparavant. Non pas par méfiance, mais par conviction que les 2 conjoints devraient savoir ce qu'il y a sur leur compte bancaire. Il m'a fallu 20 minutes pour trouver ce que je cherchais, et 40 autres pour bien le comprendre. Il y avait eu 12 virements au cours des 19 derniers mois, pas toujours importants, parfois 3 000 €, une fois 8 €, 2 fois plus de 20 €. Ils ont été effectués vers 3 comptes différents. J'ai rapidement retracé 2 d'entre eux jusqu'à des transactions immobilières. Une société de titres, le paiement de frais de clôture. Je n'ai pas pu identifier immédiatement le 3e compte, mais la chronologie des dépôts correspondait précisément à un achat immobilier. Quelque chose avait été acheté, quelque chose d'important. J'ai ouvert la base de données des registres fonciers que j'utilise pour mes projets de design, pour consulter l'historique des rénovations et les permis de construire, et j'ai recherché l'adresse trouvée dans un PDF enfoui dans un dossier cloud que mon mari avait nommé avec une audace remarquable, Planification d'investissement 2023. Il s'agissait d'un appartement de 2 chambres dans un immeuble rénové, à environ 6,5 km de chez nous. La vente avait été conclue 14 mois auparavant. Le propriétaire déclaré était une SARL Holding dont le nom m'était inconnu. L'agent enregistré de cette SARL était le cabinet d'avocat de mon mari. Je me suis éloignée de mon ordinateur portable. Le silence régnait dans la pièce. À travers la moustiquaire, j'apercevais l'ombre du jardin, une branche de pin qui frémissait sous une brise imperceptible. Je repensais au bol en céramique dans mon sac. Je repensais au discours de ma meilleure amie à mon mariage. Je repensais aux 42 000 $ virés ce matin-là, pendant que mon mari était censé être au téléphone avec un client. Puis, je pensais à autre chose. 2 mois plus tôt, ma meilleure amie m'avait annoncé son déménagement. Elle louait un appartement à l'autre bout de la ville depuis des années et disait avoir enfin trouvé mieux. Un quartier plus agréable, plus d'espace. Elle était aux anges. Je l'avais aidée à emballer 3 cartons de livres. Je lui avais offert une plante pour sa pendaison de crémaillère. Elle m'avait donné sa nouvelle adresse. Je l'avais enregistrée dans mon téléphone. J'ouvris mes contacts.
L'adresse qu'elle m'avait donnée correspondait au même immeuble. Je ne vais pas vous dire que je n'ai rien ressenti, car ce serait mentir. Il y a une douleur particulière à réaliser que 2 trahisons se sont produites simultanément, superposées l'une à l'autre comme des transparences, et que chaque interaction avec ces 2 personnes pendant cette période n'était qu'une mise en scène orchestrée pour votre propre bien. Ce n'est pas seulement du chagrin. C'est une réécriture rétrospective des souvenirs. Chaque appel téléphonique avec ma meilleure amie au cours des 18 derniers mois. Chaque dîner où elle m'avait demandé comment ça allait avec mon mari et où j'avais répondu « Bien, ça va, un peu distant, mais ça va », et où elle avait hoché la tête, le menton dans la main, en me disant qu'elle était sûre que c'était juste le stress du travail. Chaque fois que je m'étais sentie seule dans mon mariage et que je l'avais appelée pour lui en parler. Elle savait que c'était de sa faute. Je suis restée assise dans cette pièce pendant longtemps, si longtemps que j'ai raté le déjeuner. Mon mari m'a envoyé 2 SMS. D'abord pour me demander où j'étais, puis pour dire qu'il retournait à l'hôtel. J'ai répondu que je ne me sentais pas bien, que j'étais restée me reposer, qu'il devrait profiter de l'après-midi sans moi. Il a envoyé un emoji cœur. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai posé mon téléphone face contre le lit. Il y a 2 façons de réagir face à une situation pareille. La première, c'est de se jeter immédiatement dans le chaos, d'affronter, d'accuser, de s'effondrer sous le poids de ce qui se passe. La seconde, c'est de prendre une grande inspiration et de réfléchir aux résultats que l'on souhaite obtenir. Je suis designer. Je passe ma vie professionnelle à anticiper les conséquences avant même de toucher à quoi que ce soit. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai commandé un room service. J'ai mangé tranquillement. Puis j'ai appelé mon avocate. Elle est excellente dans son domaine. Je l'ai contactée il y a 3 ans, lorsqu'un litige avec un client menaçait de dégénérer en procès. Elle l'avait géré avec une telle efficacité que je n'avais plus jamais eu à m'en préoccuper. J'avais son numéro de portable, car elle m'avait conseillé de l'appeler en cas d'urgence. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai expliqué ce que j'avais découvert. Je lui ai donné les numéros de compte, l'adresse du bien, le nom de la SARL. Elle est restée silencieuse pendant que je parlais. Quand j'eus terminé, elle me dit « Je vous demande de ne confronter personne et de ne pas toucher à l'argent tant que je n'ai pas eu 24 heures pour examiner la situation. » Je répondis « Compris ». Elle ajouta « Vous êtes au Japon en ce moment ?» Je confirmai « Oui ». Elle dit « Très bien, allez dîner. Comportez-vous normalement. Je vous appellerai demain matin, heure locale. » Faire comme si de rien n'était, en réalité, est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mon mari revint dans la chambre en fin d'après-midi. Il s'assit sur le lit à côté de moi et posa sa main sur mon front. Je lui dis que je ne me sentais pas bien et lui demandai si j'avais besoin de quelque chose. Je lui dis que j'avais juste besoin de me reposer. Il me raconta qu'il était retourné seul à Arashiyama, qu'il s'était promené dans la bambouseraie, que c'était incroyable et qu'il aurait aimé que je sois là. Je lui proposai d'y retourner le lendemain. Il accepta avec enthousiasme. Il nous restait 2 jours. Il avait l'air si normal. C'est ce qui me frappait sans cesse. Il ressemblait trait pour trait à mon mari. Il disait exactement ce que mon mari aurait dit. Et j'étais allongée là, dans cette chambre silencieuse de Kyoto, à l'écouter parler des bambouseraies, à contempler le visage à côté duquel je me réveillais depuis 10 ans. Et j'ai compris quelque chose que je crois n'avoir jamais compris auparavant, qu'on peut connaître quelqu'un depuis 10 ans et pourtant rencontrer un inconnu. Nous avons dîné ce soir-là dans un petit restaurant qu'il avait repéré. Il a commandé pour nous 2, car le menu était en japonais. Il l'avait photographié plus tôt et traduit avec une application. Il était attentionné, efficace et prévoyant. J'avais apprécié cela chez lui, autrefois. J'ai mangé. Je lui ai posé des questions sur sa journée. J'ai ri à une de ses remarques. Franchement, j'étais la meilleure actrice de nous 2, car au moins je savais que je jouais la comédie. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai tout repassé en revue une dernière fois sur mon téléphone. J'ai tout noté. J'ai transmis les alertes bancaires à mon avocat. J'ai trouvé 3 photos sur le compte cloud de mon mari, un espace de stockage partagé que nous avions mis en place un peu à la va-vite il y a des années et que je n'avais jamais remarqué. Elles avaient été prises dans un appartement qui ressemblait à celui figurant sur les registres fonciers. Sur l'une d'elles, on voyait le reflet de 2 personnes dans une fenêtre. Je les ai reconnues. Mon avocate m'a appelé à 7 heures le lendemain matin. La SARL lui appartient.
Elle m'a expliqué qu'il en était le bénéficiaire effectif grâce à une structure manifestement conçue pour dissimuler la vérité, mais que c'était du travail bâclé. C'est un avocat spécialisé en droit immobilier, pas en droit des sociétés, et il n'a pas structuré le tout avec la rigueur nécessaire. Le bien a été acheté avec des fonds provenant de votre compte joint. Cela en fait un bien commun, quel que soit le titre de propriété. J'ai déjà récupéré les documents. Elle m'a dit ce qu'elle attendait de moi. Je l'ai noté. Puis j'ai posé la question cruciale. Et elle? J'ai demandé. Ma meilleure amie. Est-elle responsable de quelque chose? Il y a eu un bref silence. Potentiellement, si elle a sciemment reçu des biens communs. Il y a des solutions, mais concentrons-nous d'abord sur la sécurisation de votre situation. Après avoir raccroché, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai observé le balai matinal de Kyoto, derrière les camions de livraison. Une femme en tablier balayait le chemin de pierre devant l'immeuble d'en face. 2 écoliers marchaient dans la même direction, leur sac à dos identique. La vie ordinaire, totalement indifférente à la mienne. Il me restait 2 jours de voyage. J'ai décidé de les mettre à profit. Je suis retournée à la boutique de tissus et j'ai acheté un autre coupon d'étoffe. J'ai visité un musée pour lequel je n'avais pas encore eu le temps. J'ai dégusté une glace au matcha, assise sur une marche en pierre, en regardant les touristes photographier la porte d'un temple. Quand mon mari et moi étions ensemble, j'étais suffisamment présente pour que cela paraisse réel. Je lui posais des questions sur son travail. Je lui racontais ce que j'avais vu. Nous sommes allés à la bambouseraie, comme je l'avais suggéré, et c'était exactement aussi extraordinaire qu'il l'avait décrit. En m'y promenant, je pensais au partage des biens matrimoniaux. Pour notre dernière soirée, nous sommes allés au restaurant que nous avions réservé des mois auparavant pour notre dîner d'anniversaire. Un restaurant chic avec un menu 6 services et une vue sur un petit jardin éclairé par de douces lanternes. Mon mari avait commandé une bouteille de champagne à l'avance. Elle nous attendait déjà ouverte sur la table. Il m'a tendu une carte. À l'intérieur, il avait écrit sur les 10 années que nous avions construites, et sur son désir que les 10 prochaines soient encore plus belles. J'ai lu chaque mot. Puis j'ai pris dans mon sac l'enveloppe que mon avocate avait fait livrer à l'hôtel par express. Elle est très efficace, comme je l'ai dit, un coursier local ayant terminé la livraison cet après-midi-là. C'était une enveloppe épaisse, couleur crème, avec mon nom dans le coin de l'adresse de retour. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. « C'est de mon avocate » ai-je répondu. « Le champagne est bon, au fait. » Je l'ai regardé l'ouvrir. J'ai vu son visage se transformer en temps réel. Une succession d'expressions, la confusion, puis la reconnaissance, puis ce qui aurait pu être du soulagement si je l'avais observé moins attentivement. Il posa les papiers sur la table. Il me regarda. « Depuis combien de temps le sais-tu » ? « Assez longtemps, dis-je. J'aimerais finir de dîner. » Nous avons fini de dîner. Il ne parla presque pas. J'ai tout mangé, car c'était extraordinaire. Je n'avais pas fait tout ce chemin pour gâcher un repas qui 6 services pour un homme qui détournait de l'argent de notre compte joint depuis 19 mois afin de financer un appartement pour ma meilleure amie. Dans l'avion du retour, nous étions assis dans la même rangée, car je n'avais pas changé les billets. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Il a essayé une fois, au-dessus du Pacifique. Il a dit qu'il avait voulu me le dire. Il a dit que la situation lui avait échappé. Il a dit des choses qu'il pensait être des explications, mais qui n'étaient finalement que les sons d'une personne prise la main dans le sac, sans autre choix que les mots. J'ai mis mes écouteurs et j'ai regardé 3 films. La suite est moins dramatique que les 10 jours précédents. Mais je vais quand même vous le dire, car je sais ce que vous vous demandez. Les commentaires sous chaque histoire comme la mienne posent la même question et méritent une vraie réponse. Qu'est-il advenu de ce bien? Mon avocat était, comme je l'ai dit, excellent. L'appartement avait été acheté avec plus de 90 000 $ de fonds communs sur ces 19 mois. Selon la loi de notre État, il s'agissait d'un bien commun, quel que soit le titre de propriété, et mon mari savait pertinemment qu'il était avocat spécialisé en droit immobilier. L'ironie de la situation ne nous a échappé à aucun des deux. Lors du divorce, j'ai obtenu la maison, la totalité de mes actifs professionnels, mon compte de retraite et une indemnité compensatoire pour les fonds détournés vers l'achat du bien. Il a reçu bien moins que ce à quoi il s'attendait. L'appartement a fait l'objet d'une procédure judiciaire distincte. Comme il ne pouvait pas prouver que les fonds étaient des biens propres,
puisqu'il ne l'était pas, la SARL a été dissoute et le bien a été intégré au patrimoine commun. Ma meilleure amie, qui vivait dans un appartement de 2 chambres qu'elle croyait lui appartenir, a reçu un avis d'expulsion l'informant que le bien était concerné par une procédure de divorce et que son droit d'occupation était caduc. Son nom n'avait jamais figuré sur aucun document. Son ex-mari avait omis de mentionner son nom partout, probablement pour la raison même qui prenait désormais toute son importance. Il n'avait aucun moyen légal de lui remettre l'appartement. Elle m'a appelé le jour même où elle a reçu cet avis. Elle a appelé du numéro que j'avais depuis nos 19 ans. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message. Je l'ai écouté une fois. Elle s'excusait. Elle disait que ce n'était pas prévu. Elle espérait que je finirais par comprendre. Je n'ai pas rappelé. J'ai effacé le message. J'ai gardé en mémoire la plante que je lui avais offerte pour sa pendaison de crémaillère, l'image la plus absurde de toute cette histoire. Moi, dans le hall de cet immeuble, avec une succulente en pot, la félicitant pour son nouvel appartement. Mon mari a déménagé dans une location à l'autre bout de la ville. Il a tenté de négocier de meilleures conditions à 3 reprises au cours des 5 mois suivants. À chaque fois, mon avocat a répondu calmement et sans broncher. Il a fini par abandonner. Le cabinet pour lequel il travaillait l'a licencié 8 mois après le début de la procédure de divorce. Un avocat spécialisé en droit immobilier, dont les malversations financières étaient désormais de notoriété publique, n'était finalement pas un atout qu'il souhaitait conserver. Ma meilleure amie a fini par quitter la ville. Des amis communs l'ont mentionné en passant. J'ai écouté poliment, puis j'ai changé de sujet. Je ne sais pas où elle est allée, et je ne lui ai pas posé la question. Voici ce que je veux dire, et je tiens à le dire avec soin, car j'y ai pensé plus qu'à toute autre chose ces 2 dernières années. Je n'étais pas naïve. Je tiens à le préciser, car je pense que lorsqu'une femme est trompée de la sorte, on a tendance à la présenter comme quelqu'un qui aurait dû être plus vigilante, plus attentive, moins confiante. Je n'étais pas naïve. J'avais confiance, comme on est censé avoir confiance en un partenaire avec qui on a construit une relation solide pendant plus de 10 ans. J'avais confiance, comme on est censé faire confiance à quelqu'un qui a prononcé un discours à votre mariage sur ce que signifie être véritablement trouvé par la bonne personne. Cette confiance n'était pas un défaut. C'était une chose raisonnable, qui s'est avérée mal placée. Cette erreur était de leur faute, pas de la mienne. Ce que j'ai fait, être assise dans une chambre d'hôtel à Kyoto, dîner, appeler mon avocat, me promener dans la bambouseraie, rentrer chez moi en avion et laisser la justice suivre son cours n'était pas de la froideur. On me l'a dit quand j'ai raconté des passages de cette histoire à des personnes qui me connaissent. Mais ce n'était pas de la froideur. C'était de la lucidité. Et la lucidité, quand tout autour de vous s'avère être autre chose qu'il n'y paraissait, n'est pas un luxe. C'est une question de survie. J'ai gardé mon entreprise. J'ai gardé ma maison. J'ai gardé le petit bol en céramique qu'il m'avait acheté au marché de Nishiki, parce qu'il l'avait payé avec notre carte de crédit commune et que j'ai décidé qu'il était à moi. Il trône maintenant sur mon bureau et je me surprends à ne plus trop penser à son origine. J'ai aussi gardé le lin indigo. Je l'ai finalement utilisé pour un projet. L'aménagement d'un salon pour une cliente dans une maison de ville en grès brun du 19e siècle, au nord de la ville. Murs clairs, boiseries sombres, le tissu transformé en rideau qui filtre la lumière de l'après-midi et lui donne une teinte presque bleutée. La cliente a dit que c'était parfait. Il y a des choses qui restent ainsi, même quand tout est parfait. Ma maîtresse de CM disait que la vérité finit toujours par se révéler d'elle-même, qu'on l'aide ou non. Je ne sais pas si j'y croyais vraiment à 9 ans. J'y crois maintenant. Mon ancienne meilleure amie a prononcé un discours à mon mariage sur le fait d'avoir rencontré la bonne personne. J'ai longtemps cru qu'elle parlait de mon mari. Je pense qu'en réalité, sans le savoir, elle décrivait ce que les années suivantes allaient m'apprendre à faire pour moi-même. Analyser une situation avec lucidité, connaître la valeur des choses, comprendre quand quelque chose a été bâti sur des fondations erronées dès le départ, et décider, calmement, avec réflexion et sans drame, de reconstruire sur des bases solides.